Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers étudiants, nous allons continuer notre cours de Management 2, la théorie des organisations, dans cette quatrième vidéo. Cette quatrième vidéo, toujours reliée au chapitre 2, l'école des relations humaines, où nous allons voir l'apport de deux grands théoriciens. Le premier, c'est Likert, et le deuxième, c'est Agriris. Alors, le sixième auteur de l'école des relations humaines, Rensis Likert, et qui est le premier dans cette quatrième vidéo. Likert est un psychologue américain et un professeur de la psychologie industrielle. Les fondements de la pensée de Likert, il a développé le principe de la relation intégrée, qui considère que toute personne doit se sentir considérée et nécessaire dans l'entreprise pour travailler efficacement. Donc, pour Likert, si le travailleur a un sentiment qu'il est considéré, il a un sentiment d'être important et nécessaire dans l'entreprise, le résultat, il va travailler de façon efficace. Donc, il est l'ouvrier, le travailleur, le salarié, لأن عنده اعتبار في العمل ديالو أنه عنده أهمية في العمل ديالو، العمل ديالو عنده un apport في l'entreprise, il va travailler de façon efficace. Likert recommande que l'efficacité au travail passe par l'abandon de la relation homme contre homme. Alors, كيقولنا Likert, le travail efficace، أول حاجة سي abandonner هاد العلاقة ديال الإنسان ضد إنسان داخل العمل اللي كانت عندنا déjà في le taylorisme. Et nécessite la mise en œuvre d'une organisation par groupe. شنو هي هاد l'organisation par groupe؟ C'est la mise, c'est un travail qui nécessite d'aborder les problèmes et de les résoudre de façon collective. يقول لك هاد المشاكل اللي كاينين في l'organisation يخصهم يطرحوا بصفة جماعية ويتحلوا بصفة جماعية. Alors si il y a cette mise en œuvre d'une organisation en groupe, le résultat c'est une efficacité au travail. Donc l'entreprise va atteindre ses objectifs. Alors après avoir vu l'efficacité au travail qui résulte d'une organisation par groupe selon Likert, ainsi que l'efficacité de travail, c'est un résultat d'un sentiment de considération et que le salarié doit sentir qu'il est important et intéressant dans le travail. Maintenant, il ajoute, ou il s'intéresse particulièrement au style de management et leur influence sur cette efficacité de l'entreprise. Donc là, درسنا les styles de management والتأثير ديالهم على l'efficacité qu'il a déjà déterminée. Donc nous avons déjà vu les styles de management et de leadership avec le théoricien Kurt Lewin, qui a déterminé 3 styles de management ou de leadership. Le premier qui est le style autoritaire, le deuxième qui est le style démocratique, le troisième qui est le style permissif. Avec Likert, il existe que 4 styles de leadership. Le premier, c'est un style autoritaire exploiteur. Il y a le mot exploitation. Le deuxième, c'est le style autoritaire paternaliste, bienveillant. Troisième, c'est le style consultatif. Le quatrième, c'est le style participatif qui se base sur la participation de l'ensemble des salariés dans la prise de décision et dans la résolution des problèmes. Alors, expliquons un par un. Le premier, c'est le style autoritaire exploiteur, donc, qui se base sur tasallut, l'autorité, et l'exploitation du personnel. C'est un management par la peur, les menaces et les sanctions. Donc ici, le salarié, il travaille car il a peur des menaces et des sanctions. Le deuxième, selon Likert, le style autoritaire paternaliste, qu'on appelle parfois, il y a de l'autorité, mais on va dire c'est un style qui est bienveillant.
c'est le management de la carotte et du bâton. Donc, qui infantilise les subordonnés à la recherche d'une récompense. Donc, c'est un style qui se base sur la récompense, liée à la carotte, mais en cas toujours de problème, d'erreur, il peut y avoir ici une sanction. En ce qui concerne le troisième, c'est le style consultatif. Ce management implique les subordonnés qui sont consultés, mais qui ont peu d'influence sur les décisions. Alors c'est un style qui est c'est vrai, les subordonnés, les collaborateurs, les salariés sont consultés par les cadres, par la direction générale, mais leur avis, leur point de vue n'influence pas beaucoup la prise de décision. Donc تيتشاوروا معاهم كاين التشاور غير كان الرأي ديالهم ما كيكونش عنده تأثير كبير في اتخاذ القرار. Alors le quatrième, c'est le style participatif. Donc selon le mot, il y a la participation des salariés à la prise de décision et à la résolution des problèmes. Ce management fixe les objectifs et s'appuie sur le travail du groupe. Alors, le mot qui est très intéressant, que l'efficacité, le travail en groupe, en premier lieu. Alors, avant de prendre les décisions, il repose sur un rapport de coopération entre les membres. Une prise de décision et de contrôle par le groupe. Toujours la prise de décision doit être prise par le groupe. Une réunion la décision. La détermination d'objectifs au sein du groupe. Donc même la détermination d'objectifs organisationnels, ça se fait dans le groupe. Donc style participatif, déjà le mot participation. Donc les objectifs se fixent et s'appuient sur le travail en groupe. Il y a un travail de coopération, il y a une prise de décision et de résolution de problèmes en groupe et au sein du groupe. Ce mode de management, elle est recommandé par Francis Likert. Donc, il recommande que c'est un style, le style participatif, c'est le style qui a ou qui donne des résultats ou qui donne un travail efficace dans l'organisation. Alors, passons maintenant au septième auteur de cette école et le deuxième dans cette quatrième vidéo qui est Argyris. Argyris est un psychologue, un professeur d'administration des entreprises à Harvard. Alors les fondements de la pensée de Argyris lie individu et organisation. Le potentiel de tout individu sera développé ou limité par l'organisation dans laquelle il se trouve. Alors, le potentiel, les capacités futures d'un salarié et son efficacité dans le travail dans le futur, c'est le résultat de l'organisation dans laquelle il se trouve. Donc, avec le salarié, تحبس ليميتي تحدد هذاك لو بوتونسيال هذيك لي كومبيتونس ou les capacités اللي عند هذاك لو بيرسونيل اللي عند هذاك لو salarié ou là c'est elle qui va les développer. Alors dans cette relation entre potentiel d'individu qui est limité ou développé à cause de l'organisation, يعني المقاولة هي اللي كتديفلوبي le potentiel de l'individu ou c'est elle qui le limite. Et Argyris, il a développé sa théorie qui s'appelle la théorie de l'apprentissage organisationnel. Dans ses recherches, Argyris insiste particulièrement sur l'idée que les organisations efficaces du futur seront celles qui seront capables de développer leur faculté d'adaptation grâce à leur capacité d'apprentissage. Parce que l'auteur, les organisations qui sont efficaces ou efficaces au mustaqbal, qui vont réaliser les objectifs qui sont déjà fixés, les entreprises qui ont une capacité d'adaptation. Une capacité d'adaptation, c'est la capacité de faire face aux changements dans l'environnement. Par exemple, un changement dans de la demande.
كنا تنتجو 200 يمكن تجينا من بعد une demande ديال 200,000. Est-ce qu'on peut s'adapter à cette augmentation de la production ou à cette augmentation de la demande? Il y a une épidémie, il y a un problème, une crise économique, il y a un problème politique. Donc la faculté d'adaptation, يعني المواجهة, faire face aux problèmes, aux changements dans l'environnement. Alors comment une entreprise développe cette capacité d'adaptation? Elle la développe grâce à sa capacité d'apprentissage. Donc il y en a qui disent grâce à une entreprise, une organisation apprenante. Ou une organisation apprenante. Alors pour cet auteur, de façon résumée, la capacité d'apprentissage d'une organisation, une faculté d'adaptation, et s'il a une faculté d'adaptation, va être dans le futur une organisation efficace. Ainsi, il ajoute que le développement d'une organisation apprenante semble être une nécessité pour les sociétés modernes. Donc, les sociétés modernes qui développent leur économie, leur commerce, doivent développer des organisations apprenantes. Alors la question qui se pose, comment développer les organisations apprenantes? Et c'est l'auteur qui va nous répondre. Pour Agriris, il faut lutter contre les freins à l'apprentissage qui sont des routines défensives, des processus de blocage chez l'individu. Lutter, des freins, des barrières ديال l'apprentissage. شنو هما دي barrières ديال l'apprentissage؟ هما les routines défensives. واحد الخدمه اللي روتينيه دائما تيعاودها لو سالاري، تيدير غير نفس الخدمه. هنا تنفكروا شويه في لو تايلوريزم. كيقول لك هادو تيمثلوا حاجز، une barrière, un frein à l'apprentissage. 2. Les salariés doivent savoir non seulement résoudre les problèmes routiniers. Donc un salarié ما خاصوش يبقى يعرف غير انه يلقى حلول للمشاكل الروتينيه اللي دائما عنده. Pourquoi? Car l'apprentissage s'appelle, selon Agriris, un apprentissage en simple boucle. Mais les salariés doivent aussi être capables de faire face à des problèmes plus complexes lorsqu'ils sont confrontés à des situations de travail difficiles. Donc, il dit que les salariés يكون عندهم القدرة على أنهم يواجهوا بعض المشاكل اللي معقدة من كي يواجهوا حالات اللي العمل فيها صعيب شوية اللي ما موالفينوش هما داخل العمل ديالهم. دونك لو سالاري دوا اوسي تكون عنده أيضا القدرة على مواجهة حالات معقدة وصعبة. اي هذه الحالات المعقدة والصعبة et ces situations de problèmes complexes et difficile nécessite un apprentissage, comme le nomme l'auteur, un apprentissage en double boucle. Alors, l'apprentissage en double boucle, comment il est? Selon l'auteur, il se manifeste dès que l'on détecte un écart entre une intention et ses conséquences effectives. يقول لك هذا l'apprentissage en double boucle, التعلم اللي كيسميه هو en double boucle راه كان ديتيكتيوه من كيكون عندنا واحد الفرق بين شنو كانت لانتونسيون عند لو سالاريي و لي كونسيكونس ايفيكتيف. الوغ شنو غادي يصرا داكور، شنو كان عنده هو في عقلو في بالو، وشنو هما لي كونسيكونس الحقيقيين اللي صراو. الوغ اون ايرور كو لون سويت كوريجي. وهنا سي فري lorsqu'on pose un salarié dans une situation problème, d'accord, dans une situation nouvelle, dans une situation qui est complexe, il y a un apprentissage. Pourquoi? Car il y a une correction entre ce qu'il avait comme intention et les résultats et les conséquences effectives. Et s'il y a cet apprentissage en double boucle, selon Agriris, l'entreprise va devenir apprenante. L'apprentissage en double boucle rend l'entreprise apprenante. Alors si on veut faire un schéma qui résume la théorie de l'apprentissage organisationnel de Agriris, il veut lutter contre les freins de l'apprentissage chez l'individu. Et les freins
de l'apprentissage chez l'individu sont les problèmes routiniers. Il ne va pas apprendre avec le salarié, il a une situation simple, normale, routinière. Avec l'apprentissage, il va savoir résoudre le problème routinier, غيعرف يحل لك واحد المشكل اللي هو موالف به غيتسمى هذاك ان apprentissage en simple boucle. وهذا apprentissage en simple boucle, selon l'auteur, ما غاديش يعطينا une organisation apprenante. Alors, selon Agrigis, il faut développer la capacité de résolution des problèmes complexes et des situations difficiles. Le salarié خصو يعرف أنه يحل مشاكل اللي هي معقدة وحالات عمل جديدة. Pourquoi? Car il va apprendre en double boucle. Et l'apprentissage en double boucle, selon l'auteur, va permettre à l'entreprise de devenir apprenante. Et pourquoi Agrigis veut chercher une entreprise apprenante? Car si une entreprise elle est apprenante, c'est elle a la capacité d'apprentissage, elle va avoir une faculté d'adaptation. Et s'il a cette faculté d'adaptation face au changement de l'environnement, cela implique qu'elle sera dans le futur une organisation efficace. Alors, le dernier élément dans cette vidéo relative à l'école des relations humaines, c'est une approche comparative entre l'école classique et l'école des relations humaines. Alors, si on veut faire une comparaison entre les deux écoles, mais d'une façon qui est un peu brève, alors l'école classique, donc, il a commencé en 1900 jusqu'en 1930. L'école classique de 1930 à 1960. Plus important que l'école classique a été bâtie par des ingénieurs, des personnes qui ont une formation d'ingénierie. Par contre, l'école des relations humaines, ses fondateurs sont des psychologues, des sociologues ou des professeurs de psychologie et de sociologie. Dans l'école classique, l'approche s'est basée sur une approche empirique, qui se base sur des études quantitatives. Par contre, l'école des relations humaines, c'est une approche qualitative, qui se base sur des entretiens. Donc, ils étaient à l'écoute des salariés, à des entretiens de groupe, à des entretiens individuels, à l'observation. L'école classique, il suit une approche rationnelle, une approche qui se base sur la rationalité, qui se base sur le calcul, qui se base sur la logique. L'école des relations humaines se base sur une approche sociale. Il faut prendre en compte le salarié, il faut prendre en compte les sentiments du salarié, sa dimension psychologique, sa relation, ne pas étudier l'individu de façon rationnelle et calculer ses actes et son comportement, mais étudier dans le groupe et de façon sociale. Dans l'école classique, la relation elle est fondée sur l'autorité, sur le one best way, sur les sanctions, sur le chronométrage, sur l'autorité, tout avec Max Weber. Mais l'école des relations humaines, elle est fondée sur la confiance. C'est que malgré que le salarié ne soit pas contrôlé, il peut s'autodiriger, il peut réaliser les objectifs d'entreprise s'il est satisfait dans son travail, s'il est motivé. Dans l'école classique, les décisions sont centralisées, généralement chez les ingénieurs qui dirigeaient à l'époque les ateliers. Mais dans l'école des relations humaines, les décisions sont décentralisées. Donc la prise de décision peut être réalisée en groupe. Le personnel, les ouvriers, le personnel, les cadres, les ouvriers peuvent participer, peuvent être consultés avant la prise de décision. L'école classique, c'est une organisation ciblée sur l'individu. Donc, ce qui est important, c'est l'individu, c'est ses actes, l'étude de ses actes, l'étude de sa productivité.
Par contre, dans l'école des relations humaines, on étudie la personne dans le groupe et sa relation avec le groupe, comme nous avons déjà vu, la dynamique des groupes et l'apprentissage organisationnel. Dans l'école classique, il suit une structure formelle, d'accord, donc formalisée. Tout est formalisé, soit dans le règlement intérieur, soit dans une législation, d'accord. Par contre, dans la structure, dans l'école des relations humaines, la structure elle est informelle. Dans l'école classique, toujours, il y a un recours aux sciences mathématiques, au calcul, d'accord, que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, il n'y a pas un moyen d'erreur ou de subjectivité. Par contre, dans l'école des relations humaines, on se base sur les sciences humaines, la psychologie et la sociologie. Dans l'école classique, elle est organisée. L'important, c'est d'organiser pour produire efficacement. Donc, l'organisation d'un atelier, surtout, l'objectif, c'est la production efficace. Nous avons déjà vu, l'objectif, c'était surtout l'augmentation de la production et de la productivité. Par contre, dans l'école des relations humaines, ce qui est important, c'est humaniser l'organisation de l'entreprise. Donc, cette organisation, on ne veut pas que la productivité, mais on cherche l'humanisation, la satisfaction au travail, la motivation, on cherche de développer le potentiel, on cherche de donner un sentiment de confiance aux salariés, et ceci va donner un résultat, un travail qui est efficace. Alors, comme toujours, je donne une évaluation, la manière de poser les questions. Dans cette 4e vidéo, la première question, expliquer le principe de la relation intégrée développée par Likert. Question 2, préciser les recommandations de Likert pour avoir une efficacité au travail. Question 3, préciser la différence entre le style autoritaire exploiteur et le style autoritaire paternaliste. Question 4, expliquer le style de management recommandé par Likert. Question 5, que désigne une organisation efficace selon Argyris. Question 6, expliquer en détail la théorie de l'apprentissage organisationnel. Question 7, à l'aide d'un tableau, faites une comparaison entre l'école classique et l'école des relations humaines.